Bonjour, je vais vous parler en ce jeudi 4 août 2016 de mes derniers développements concernant la cyclologie, la sexocyclologie. Et en la resituant dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une approche, la dualité en astrologie entre l'astrologie individuelle et l'astrologie collective. Je pense que dans bien des cas, l'astrologie collective, quand elle est bien conçue, peut rendre les mêmes services que l'astrologie individuelle, parce que finalement les gens ne sont pas si uniques que cela, et une bonne définition du groupe auquel on appartient, notamment en tant qu'homme et en tant que femme, peut tout à fait être préférable à une étude d'un cas personnel. Sauf si évidemment la personne présente une pathologie particulière. Et cette pathologie, elle est également tributaire de l'analyse qu'on aura fait de la normalité. Donc si on ne connaît pas la normalité, on ne peut pas parler de pathologie. Donc des gens qui croient qu'ils sont très spéciaux ou qu'il leur est arrivé des choses très particulières, en réalité, ça s'inscrit dans un processus collectif et global. Alors, je reviens sur la dualité entre conjonction et disjonction. Conjonction, c'est lorsque Saturne, en astro 7, se conjoint à une des 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalo. Et la disjonction, c'est quand il est le plus éloigné possible de ces étoiles. Alors, voilà où j'en suis aujourd'hui, en ce début août 2016, et je dois reconnaître qu'il faut laisser la recherche se poursuivre avant de chercher à la valider par une pratique quelconque qui risque de figer cette recherche. Et bien des chercheurs ont figé leur recherche beaucoup trop tôt, prématurément, sans vouloir citer de nom. Alors, je dirais que la conjonction, c'est le moment où les femmes sont en accord avec elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont en accord avec leur déterminisme fondamental. Leur comportement, à ce moment-là, correspond à leur nature profonde. Et la disjonction, c'est lorsque elles sont en situation paradoxale. Je crois que Jean-Pierre Nicolas a employé cette expression de paradoxe au niveau prévisionnel ou au niveau psychologique. Quelqu'un en situation paradoxale, c'est quelqu'un qui a un comportement qui ne correspond pas à sa nature profonde, qui est en contradiction avec cette nature profonde. Donc dans un cas, on est en harmonie, en phase avec sa nature profonde, et dans le deuxième cas, on est en tension, en opposition quelque part avec cette nature profonde. Et d'ailleurs, je pense que c'est une théorie intéressante sur le plan des aspects astrologiques. La conjonction, c'est l'harmonie, l'accord avec soi-même, et l'opposition, c'est le conflit entre ce qu'on est profondément et ce qu'on est conduit quelque part à faire, en dépit de tout. Donc, puisque mon astrologie est une sexocyclologie, qu'elle étudie avant tout l'étude du comportement féminin et non pas du comportement masculin, elle constitue une sorte d'environnement, d'Umwelt, comme diraient les Allemands, le contexte, qui pour l'homme est évident, n'est-ce pas? C'est un peu la théorie d'ailleurs de Nicolas, jusqu'à un certain point, l'astrologie qui décrit une contextualité, un environnement, et pas forcément ce que la personne est par elle-même. Encore que le mot conditionnaliste chez Nicolas, il faudrait le préciser parce qu'on ne le comprend pas toujours. Bon, parce qu'on ne sait pas très bien si l'astrologie c'est l'environnement ou si l'environnement complète l'astrologie. J'aimerais bien qu'on m'explique à ce sujet. Alors moi en tout cas, pour moi l'astrologie c'est un environnement, comme le temps qu'il fait. Voilà. Et donc ça joue forcément. On est dans le domaine de l'écologie quelque part.
Et donc il y a des périodes où les femmes, comme actuellement par exemple, puisqu'on est en phase de conjonction, puisque Saturne, en ce mois d'août, est en train de, pour la énième fois, du fait des rétrogradations, de repasser sur l'étoile fixe royale Antares, ce qu'il n'arrête pas de faire par approches successives depuis déjà pas mal de temps. Et donc, il s'agit d'un comportement féminin qui correspond à la nature profonde de la femme, c'est-à-dire qui correspond à une forme de reconnaissance de la domination masculine en quelque sorte. Voilà. Ce qui est un état normal des choses. Contrairement à ce que ça, même si ça peut choquer certaines personnes de dire cela, enfin, il faut dire une forme de vérité. Donc, à ce moment-là, tout va bien. La femme connaît sa place, elle connaît son rapport à l'homme, elle sait ce qu'elle doit à l'homme, elle sait, voilà. Et à ce moment-là, les choses fonctionnent. Chacun reconnaît le rôle de l'autre. À l'opposé, justement, de la disjonction, où à ce moment-là, il y a une conflictualité, il y a une tension, une remise en question de cette relation entre les hommes et les femmes, et ça aboutit à des situations extrêmement pénibles, où les hommes, généralement d'ailleurs, souvent sont débarqués carrément. On l'a vu lors du printemps arabe en 2011, qui était un temps justement de disjonction. Et actuellement, c'est le contraire. Actuellement, c'est plutôt le fait que les femmes reconnaissent finalement le pouvoir masculin, ce qu'elles doivent, ce qu'elles en attendent, en tant que source d'inspiration, en tant que source de fécondation. Et à ce moment-là, la relation prend une autre tournure, en quelque sorte. Voilà. Donc finalement, voyez-vous, je pense qu'il ne faut pas plus compliquer les choses que cela. Rien que de connaître ces clés au niveau de la psychologie féminine et masculine, on n'en a pas parlé ce matin, mais on en a parlé à d'autres moments, notamment, s'il faut donner une clé qui me paraît essentielle, c'est que les femmes ne perçoivent la réalité qu'à travers, justement, l'homme, à travers ce qu'il en dit. C'est un peu comme un aveugle qui ne comprendrait, qui ne percevrait le monde que par la parole. D'où l'hyper-importance que les femmes accordent à ce qui est dit. Beaucoup plus qu'à ce qui existe en soi. Ou plus exactement, ce qui existe en soi, c'est ce qui est dit. Alors ça, les hommes dépassent ce champ-là, et c'est ce qui fait d'ailleurs leur supériorité. Parce que dépendre de ce qu'on vous dit, c'est pas très heureux pour un chercheur. Hein. Sauf évidemment si on est historien, quelqu'un qui travaille dans la littérature ou dans l'histoire de la littérature. Quand on est vraiment complètement prisonnier de la textualité des textes, alors évidemment on peut être dans le dire, bon, et encore. Mais de manière générale, observer, c'est pas l'objet observé, il ne parle pas. Hein, il faut donc l'appréhender, l'observer quantitativement. Et là, je passe à ce que je voulais dire tout à l'heure sur le positivisme. Il y a donc deux approches de la réalité par l'astrologie. Soit l'approche qui est quantitative, c'est-à-dire qui est statistique, qui est globale. On voit un mouvement de société, un mouvement populaire, comme par exemple pour le printemps arabe, justement. On voit des millions de gens ou des milliers de gens faire certaines choses, converger vers certains lieux. Ça, c'est intéressant. Bon. Et on n'est pas dans une problématique individuelle. Maintenant, si on veut aller dans une problématique individuelle, il y a des chercheurs, des astrologues comme André Barbeau, comme Irène Andrieux, bon, etc., qui ont pensé, dans les années 60 pour Barbeau, dans les années 80 pour Irène Andrieux, que le thème astral devait être connecté avec la problématique psychanalytique dans le premier cas, avec la problématique karmique dans l'autre cas. Parce que dans les deux cas, ce sont des problématiques qui sont complètement individuelles. Donc ils ont cru bon de faire cette mise en relation de ces deux plans. Bon, c'est de bonne guerre. Il faut essayer évidemment de donner du sens à l'utilisation du thème astral, et donc finalement de dire, bon, puisque le thème astral existe, qu'il est complexe, puisqu'il est donné à la naissance,
on va donc mettre du karma, on va mettre de la psychanalyse, et comme ça, ça fera sens. Voilà un peu la direction qu'a pris la recherche au niveau du thème astral. Il n'y a pas de... Bon, maintenant, la question qui se pose, et je suis désolé de le dire, c'est que toute cette utilisation du thème astral, elle relève de la divination. Hein. Autant on peut parler d'une manière scientifique de l'astrologie du collectif, de l'astrologie mondiale, de l'astrologie des grands groupes, autant dès qu'on est dans le domaine de l'individualité, on est dans une thérapie. Alors à ce moment-là, dans ce cas-là, on n'est pas dans l'élimination, on est dans la thérapie, on étudie la personne, on travaille avec la personne, on fait des séances, etc. Bon. Mais si on prétend, en quelque sorte, court-circuiter ou passer par un raccourci en faisant le thème, que ce soit d'un point de vue psychanalytique ou d'un point de vue karmique ou autre, ou médical d'ailleurs, parce que le médical est très approprié à l'étude du thème, puisque c'est médical, il fait que l'individu devient particulier, il est dans une anomalie par rapport au fonctionnement normal de son corps. Bon. Donc voilà, il y a trois lectures du thème astral, la psychanalytique, la karmique et la médicale. Et par conséquent, dans ces trois cas, on peut effectivement utiliser l'astrologie du thème astral, ce qu'en astrologie mondiale, il ne faut absolument pas utiliser, et effectivement, on peut considérer que c'est de l'ordre de la divination. Ça n'est plus du tout de l'ordre... Alors, bon, c'est de la mancie, c'est de l'astromancie. Hein. C'est de l'astromancie, et donc épistémologiquement, l'astrologie du thème astral n'a pas du tout les mêmes fondements que l'astrologie mondiale, que l'astrologie collective, statistique, c'est pas du tout le même registre. De même au niveau cosmique, dans un cas, en astrologie mondiale, on a quelques configurations qui passent, mais qui ne passent pas par le thème natal, qui passent comme ça, qui se forment. En astrologie individuelle, on a des choses beaucoup plus complexes. On fait une coupe à un moment donné, à un instant T du thème, avec l'ensemble des planètes, alors qu'en astrologie mondiale, on doit choisir un certain cycle et s'en tenir là. Enfin, donc ce sont des méthodologies totalement différentes, et il semblerait qu'il faille plutôt préférer une sorte de séparation de biens entre ces deux formes d'astrologie qui n'ont rien à voir ni d'après ni de loin, ni par leurs outils, ni par leurs enjeux entre elles. Donc je ne vois pas l'intérêt de parler de l'astrologie. Les astrologues mondiaux n'ont que faire de la validation de l'astrologie individuelle, et les astrologues individuels n'ont que faire des réussites de l'astrologie mondiale. Donc finalement, ce sont des mondes, des populations complètement décalées, déconnectées l'une par rapport à l'autre. Donc arrêtons de parler de l'astrologie. Alors le positivisme, effectivement, par opposition au spiritualisme, alors là on a donc cette dualité. Le positivisme, c'est de dire qu'on peut faire apparaître de grands processus globaux en astrologie mondiale, en astrosociologie, en astrohistoire. Bon, voilà. Et que ça peut effectivement être considéré comme une science, comme une véritable discipline à part entière. Et l'autre approche, spiritualiste, psychanalytique, pathologique, c'est autre chose, c'est un outil complètement différent. Et je crois qu'il serait bon de ne pas mélanger, parce que y a des gens qui peuvent avoir vocation à consommer de l'astrologie individuelle, ou même à enseigner l'astrologie individuelle, ou la pratiquer, bon d'accord, mais il doit y avoir aussi des gens qui doivent comprendre que la recherche astrologique, ce n'est pas que ça, et c'est même pas ça du tout, et qu'on peut faire une carrière dans la recherche astrologique au niveau de la psychologie, au niveau de la sexologie, en travaillant sur les cycles, sur la dualité, l'alternance des phases, et deux, ce qui est indissociable, sur la question du masculin et du féminin, des hommes et des femmes, qui est également un phénomène collectif et non pas individuel. Et d'ailleurs, pour terminer sur une petite formule, je dirais que dans bien des cas, une bonne analyse globale sur les femmes en général donnera des meilleurs résultats que l'étude du thème d'une personne en particulier. Et de la même façon qu'une bonne analyse des phases au sens global du terme pour une période donnée donnera plus de résultats que l'étude des transits ou des aspects dans un thème donné. On a fait l'expérience dans ce sens-là,
La seule différence, c'est que ça prend des transferts, qu'il y a des gens qui ont besoin absolument de voir leur thème astral, ça les rassure, et aussi, et je l'ai dit, ça n'a pas plu à tout le monde, que les femmes, justement, étant énormément marquées par le collectif, parce que finalement, les femmes, elles n'existent que collectivement, sur le plan individuel, elles n'existent quasiment pas, elles n'ont pas de véritable puissance créatrice individuelle, mais collectivement, elles font masse, eh bien, elles ont justement besoin du thème astral pour justement affirmer leur individualité de manière un petit peu artificielle. Et inversement, les hommes qui sont beaucoup plus originaux dans leur mode de fonctionnement souhaitent se resituer dans une historicité, dans une globalité où ils ne se sentent pas seuls, ils sentent bien qu'il y a il y a tout un courant qui va dans ce sens-là, de chercheurs, de créateurs, qui, tout en étant différents les uns des autres, appartiennent à une même famille. Voilà, donc il y a là toute une problématique dont je voulais vous parler. Je crois que j'ai fait un certain tour d'horizon et que vous comprenez mieux quels sont les enjeux de l'astrologie en 2016 et dans quelle direction elle se développe.